On a différentes façons de représenter des molécules. On a la formule moléculaire, la formule structurelle, le modèle Bolle-Bâtonnet, puis le modèle compact, qui est le plus réaliste. Fait qu'on compare ici ces représentations-là pour l'hydrogène, pour l'eau, l'ammoniac et le méthane. La formule moléculaire va juste nous donner le nombre de chaque élément. Ça ne nous donne pas vraiment d'informations au sujet de comment ces atomes-là sont structurés ou comment ils sont connectés. Dans la forme structurelle, on va avoir ici que H est connecté à H, puis que H est connecté à O, qui est connecté à l'autre H, et ainsi de suite. Fait qu'ici, ça nous donne plus d'informations au sujet de quel atome est connecté à quel autre atome. Mais ici, on ne s'inquiète pas vraiment au sujet de la bonne géométrie de ces liaisons-là. Tandis que dans le modèle de Bolle-Bâtonnet, on a l'information structurelle, mais on a aussi la géométrie. Fait qu'ici, on peut voir qu'il y a un angle là, tandis qu'ici, on ne voit pas vraiment l'angle. En réalité, les liaisons chimiques, c'est pas des bâtons qui connectent les atomes. Ça ressemble plutôt à quelque chose comme ça. Et le modèle compact, c'est le plus réaliste, mais c'est aussi le plus difficile à dessiner. Généralement, on va être satisfait avec cette représentation-là lorsqu'on est en train de dessiner des molécules. Ici, le 2 qu'on voit là, en indice, c'est en train de nous dire qu'il y a 2 hydrogènes. Par convention, on n'écrit pas le 1, c'est sous-entendu que si on n'a pas mis d'indice, qu'il y en a juste un. Ça serait un peu maladroit de dire N1H3. On a la formule moléculaire qui va nous indiquer exactement combien d'atomes de chaque type d'élément qui va être contenu dans la plus petite unité de cette substance-là. Souvent, on va juste dire que c'est par molécule. On a aussi la formule empirique, des fois on appelle ça la formule brute. Ici, ça va indiquer le rapport le plus simple des éléments d'un composé. Par exemple, l'eau va avoir une formule moléculaire de H2O, puis la formule empirique va être identique parce qu'on n'est pas capable de simplifier plus loin. Mais si on prend quelque chose comme C6H12O6, ça c'est la formule moléculaire. Cette molécule-là contient 6 carbones, 12 hydrogènes et 6 oxygènes. Mais la formule empirique va être le rapport le plus simple. On donne juste les rapports de les atomes. On peut diviser partout par 6, puis avoir CH2O. Fait que la vraie molécule, c'est quelque sorte de multiple de cette formule empirique-là. Ça va peut-être pas faire beaucoup de sens pourquoi on fait ça maintenant, mais rendu au chapitre 3, ça devrait être plus clair. O3, c'est la formule moléculaire de l'ozone. Il y a 3 atomes d'oxygène. On peut simplifier ça à juste dire CO, qui est la formule empirique. N2H4, c'est la formule moléculaire d'un composé, mais on est capable de simplifier ça en divisant partout par 2, puis on aura du NH2. Faites attention, parce qu'on n'est pas en train de dire que NH2 c'est la même chose que N2H4. Comme je dis, ça va faire plus de sens au chapitre 3, mais ici c'est le rapport le plus simple des atomes. Fait qu'il y a 2 H pour un N. Puis il y a peut-être des molécules qui vont avoir une formule empirique commune, comme O3, O2, qui ont la même formule empirique O, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont identiques. 2 oxygènes liés ensemble, c'est pas la même chose que 3 oxygènes liés ensemble. Les formules empiriques, on va souvent utiliser ça pour des composés qui sont ioniques, parce que dans ce cas ici, c'est juste un réseau tridimensionnel d'une répétition d'une formule empirique. Fait que lorsque tu regardes à un cristal de sel, par exemple, de NaCl, tu verrais ça. Ça serait juste une alternance de sodium et chlorure, sodium et chlorure, sodium et chlorure en 3 dimensions. Il n'y a pas vraiment de liaison chimique ici entre le chlorure et le sodium. Ce qui les garde ensemble, c'est des forces électrostatiques, un plus attirant un négatif. Tu as ici, par exemple, un sodium en gris, puis les chlorures en orange. Ce sodium-là est attiré par le chlorure en arrière, le chlorure devant, le chlorure à gauche, le chlorure à droite, chlorure en haut, chlorure en bas. Fait qu'il n'y a pas vraiment une délimitation d'une unité NaCl à une autre unité NaCl. Fait que typiquement, lorsqu'on a des composés ioniques, on va juste représenter ça avec la formule empirique. C'est quoi le rapport le plus simple à 1 Na pour 1 Cl? Si on prend un composé ionique comme NaCl, ça ressemble un peu à ça. Fait qu'on voit qu'il y a une alternance de NaCl, 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 ainsi de suite, dans toutes les dimensions. On n'est pas capable de dire
où le NaCl termine, puis où il commence. Fait qu'on peut pas dire ça, c'est mon unité de NaCl. Parce qu'on pourrait bien dire ça, c'est une unité de NaCl, ou ça, c'est une unité de NaCl, ou celui-là, ou quelque chose qui est à l'intérieur du cube. Si on compare ça avec une molécule, on a ça. Ça, c'est des molécules de, disons, NO. On peut dire où la molécule termine. Fait que ça, c'est un N, ça, c'est un O. Ça, c'est une molécule qui est distincte de celle-là, puis celle-là, puis celle-là. Fait que composé ionique, molécule. La somme des charges des cations et des anions doit être égale à 0 d'un composé ionique. En tout, il faut que ça soit électriquement neutre. Fait que si on prend Al2O3 par exemple, l'aluminium, lui, est 3+, et l'oxygène est 2-. Ça veut dire ça, si on prend 2 fois la charge de l'aluminium, on a 6+, puis si on prend 3 fois la charge de l'oxygène, on a 6-. 6- annule 6+. Dans le cas du CaBr2, si on fait un composé avec ça, ben le calcium est 2+, le bromure est 1-, fait qu'il faut 2 Br- pour annuler la charge de Ca2+. Dans ce cas-là, on va obligatoirement avoir du CaBr2. C'est la seule façon de combiner ces deux-là. Dans ce cas-là, ben, le cation a une charge de 2+, puis les anions en tout ont une charge de 2-. Si on fait un composé avec le sodium et le carbonate c'est un ion polyatomique qui a une charge de 2-, le CaO3-. Le CO3 a une charge de 2-. Et le Na a une charge de 1+, l'ion carbonate a une charge de 2-, qui veut dire qu'il faut avoir 2 sodium pour chaque carbonate. Fait qu'en tout, on a 2+, puis en tout, on a 2-, le tout s'annule. Fait qu'une des premières choses à faire, c'est regarder les charges de cation et anion. Si ils sont différents, l'indice du cation deviendra la charge de l'anion, puis l'indice de l'anion deviendra la charge du cation. Ça veut dire ça que la charge 2+ du cation devient l'indice de bromure. Puis le Ba est 1-, fait qu'on prend le 1, puis on met ça comme l'indice du calcium. Si le rapport est déjà 1 pour 1, ben 2- avec 2+, ça s'annule déjà, ou 1+ avec 1- ça s'annule, fait qu'on n'a pas vraiment besoin de faire un calcul ou rien du genre. Équilibrer des charges de des composés ioniques n'a pas besoin d'être une tâche difficile. Puis on peut le voir assez concrètement avec des Lego. Si par exemple tu as quelque chose qui est un cation qui est 1+, mais qui a un bouton ici, on peut dire que ça c'est 1+, puis tu as un anion qui est 1-. Le but ici, c'est de neutraliser les charges. Fait que c'est clair que 1+ avec 1- se neutralise. Si je prends un bloc de 2 rouge, puis un bloc de 2 jaune, puis je les combine ensemble, là, il n'y a plus d'excès d'un bord ou de l'autre. 2- a été neutralisé par 2+, on a quelque chose qui est neutre. Fait que là, il faut explorer les possibilités. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un cation qui est 3+, puis un anion qui est 1-. Ben, dans ce cas-là, j'ai besoin d'avoir ceci. 3+, avec 3, 1-, le tout est neutralisé. Qu'est-ce qui arrive si j'ai besoin de faire un composé avec Ca2+, qui sera jaune, puis PO4 3- qui sera le rouge ici? Je commence avec mon PO4 3- si je veux. Je peux commencer avec l'autre, ça ne dérange pas vraiment. Je vais mettre un Ca2+ ici, puis je me rends compte que je n'ai pas encore tout à fait neutralisé. Donc, je vais mettre un autre ici, un autre calcium. Puis là, je me rends compte que, encore là, c'est pas tout à fait neutralisé. Là, je vais mettre un rouge. Puis là, si je mets un autre jaune, là, le tout est neutralisé. Fait que si j'ai 2 phosphates avec 3 calcium, puis le tout est neutralisé. Cette fois-ci, si j'ai A, juste random cation, qui est 2+, avec B, random anion, qui est 4-. Comment est-ce que je peux neutraliser ça? Je commencerai avec mon 4-. Puis là, c'est une question d'ajouter mes 2+. Fait que un 2+, il me reste encore 2- à neutraliser. Si je remets un autre 2+, là, j'ai neutralisé. Une autre façon de voir ça, c'est essentiellement ce que j'appelle décroiser. Fait qu'on prend la charge du cation, puis on le met comme indice pour l'anion. On prend
la valeur absolue de la charge de l'anion, puis on le met comme indice du cation. Et ça me donne, c'est A, 4, B, 2. Mais oublions pas, c'est un composé ionique. Il faut utiliser la formule empirique. Je peux diviser partout par 2, parce que ça c'est un multiple de 2, ça c'est un multiple de 2, puis ça me donne A2B. Si on a besoin d'écrire une formule qui fait à partir de Fe2+, puis NO3-, on peut peut-être penser qu'on a deux options. On peut peut-être l'écrire comme ça, ou on peut peut-être l'écrire comme ça. Faites attention parce que c'est pas la même chose du tout d'un point de vue chimique. La bonne façon de l'écrire, c'est comme ça, puis la mauvaise façon de l'écrire, c'est comme ça. Tu pourrais dire, ouais, mais il faut que tu aies 2 NO3, puis ça vient vraiment faire la même chose que 2 NO3, mais chimiquement, c'est pas la même chose du tout. Fait que, vu d'une autre façon, ça serait la même chose que demander à ses parents si on peut inviter 2 amis pour souper. Eux s'attendent à ça. Ça, c'est qu'est-ce que tes parents s'attendent. 2 personnes. Ici, j'ai 2 NO3. 2 NO3-. L'écrire comme ça serait la même chose que avoir ça qui vient chez toi. Tu pourrais dire, ouais, mais c'est l'équivalent de 2 personnes, mais c'est pas tout à fait la même chose. Tes parents s'attendent à ça. Si quelqu'un qui est à manger comme ça rentre chez toi, les parents vont freak out un peu. C'est pour ça qu'on évite cette façon-là de faire. T'écrirais pas ça. T'écrirais comme ça. Lorsque tu as besoin de doubler ou tripler tes ions polyatomiques, on le fait avec des formules. Là, on est en train de dire, tu as un fer avec du nitrate. Ici, ça serait comme dire fer avec un N2O6. Ça n'existe pas nécessairement ça. On a des règles générales pour déterminer les formules de décomposés ioniques. Si les charges de les cations puis les anions sont différentes, ben la charge de l'anion devient l'indice du cation, puis la charge du cation devient l'indice de l'anion. Essentiellement, on décroise. Si les charges sont pareilles, mais de signes opposés, ça veut dire qu'il y a un rapport 1 pour 1, tu as par exemple plus 1 puis moins 1 ou plus 2 puis moins 2. Ici, tu n'as pas besoin de décroiser ou rien du genre, les charges s'annulent automatiquement. Quelque chose que j'aimerais ajouter pour les composés ioniques, on utilise des formules empiriques, donc il faut simplifier si possible. Par exemple, si on a du Br- avec du K+, ben ça donne KBr. 1 pour 1, parce que le Br- annule la charge du K+, fait que ça nous donne déjà quelque chose qui est électriquement neutre lorsqu'il y a un rapport 1 pour 1. Si on a l'iodure I-, puis zinc qui est de Zn2+, ben ici on a une somme positive de 2, qui veut dire qu'il faut qu'on ait une somme négative de -2. Dans ce cas-là, il faut 2i pour neutraliser le Zn. Donc, on va avoir Zni2. Tout ça ensemble nous donne une somme de charge nulle. Ou si on décroise, ben 2 devient l'indice de i, puis 1 devient l'indice de Zn. Si on a l'oxyde d'aluminium, O2- avec Al3+, ben la seule façon d'avoir quelque chose d'électriquement neutre, c'est d'avoir Al2O3. Dans ce cas-là, ben, la charge positive totale serait 2 fois 3+, qui donne 6+, puis la somme des charges négatives serait 6-, 3 fois 2-, qui nous donne quelque chose qui est électriquement neutre. Puis on a l'oxyde de zinc, ben, le O est 2-, le Zn est 2+, qui veut dire qu'ils s'annulent lorsqu'on les met ensemble. Fait qu'on aura juste ZnO. On a ce qu'on appelle des allotropes. C'est des formes stables qui sont différentes, mais qui sont faites à partir du même élément. Par exemple, le carbone peut faire 2 allotropes. On a le graphite qui donne aux mines de crayon, puis on a le diamant. C'est le même élément. C'est tous les deux du carbone, mais ils ont des propriétés bien différentes parce que les atomes de carbone, dans les deux cas, ne sont pas connectés de la même façon. Fait que s'ils sont connectés d'une différente façon, ils vont avoir des propriétés différentes parce que c'est des substances différentes. Un autre exemple, c'est l'oxygène puis l'ozone. L'oxygène moléculaire, c'est O2, puis l'ozone, c'est O3. Ils ont tous les deux la même formule empirique, c'est juste un multiple de l'oxygène. La différence ici, c'est que tu as une molécule avec 2 oxygènes, tu as une molécule avec 3 oxygènes, puis parce qu'ils sont différentes, ils sont chimiquement différents, ils ont des propriétés bien différentes. Ça serait une mauvaise idée de respirer de l'ozone
avec l'idée que c'est juste de l'oxygène. C'est pas la même chose du tout. Fait que si on peut juste voir la différence entre le graphite puis le diamant. Fait que si on retourne un peu à les substances pures, on a les corps simples qui sont aussi appelés les éléments. Tu peux avoir quelque chose qui est juste atomique. C'est juste des atomes tout seuls, pas combinés avec autre chose. Beaucoup de les métaux puis les gaz rares sont juste atomiques, comme de l'aluminium, du fer, l'hélium, de l'argon. Tu peux aussi avoir des molécules qui sont des éléments. Ça veut dire c'est des molécules qui sont juste un élément qui est présent, comme O3, O2, Cl2, etc. Ou tu peux avoir des réseaux covalents, où c'est juste une répétition d'un certain atome. Comme dans le cas du diamant, si vous regardez la structure du diamant, c'est juste une répétition de carbone à travers de tout le matériel. Ou on peut avoir des corps composés, ou on appellerait juste ça des composés. On peut avoir des molécules comme CO2, H2O, c'est des molécules, il y a des liaisons chimiques, mais il y a plus qu'un élément présent. On peut aussi avoir des composés ioniques où il n'y a pas vraiment de liaison chimique. C'est juste positif qui est attiré par le négatif, des choses comme NaCl, CaF2. Et on peut aussi avoir des réseaux covalents là, comme SiO2, du verre, du sable, puis des choses comme ça.